présence ce matin au 60e Petit-Déj Pro, dédié aujourd'hui à la transparence salariale, une thématique RH. Donc en effet, c'est le 60e, on a le plaisir d'organiser ça avec l'association ERET. Et je vais laisser la parole à Eric Emmanueli pour pouvoir présenter l'association et lancer notre thématique du jour. Effectivement, ça fait 60 fois qu'on est associés. C'est ça. C'est une belle réussite, ces manifestations. Donc effectivement, l'ERET est une association qui regroupe les entreprises de l'Est Tourangeau depuis bien 15 ans maintenant. Et effectivement, on a actuellement une soixantaine d'adhérents qui participent à ces manifestations et qui organisent régulièrement aussi des petits déjeuners, des regroupements, des visites d'entreprises. Donc n'hésitez pas, si vous êtes chef d'entreprise, à rejoindre l'ERET. À partir du moment où vous êtes dans l'Est Tourangeau, vous serez les bienvenus. Ça. Et donc ce matin, on a le plaisir d'accueillir Alex Arenon de la société Link Valley pour la thématique de la transparence salariale, une thématique qui va être de plus en plus abordée ces prochaines semaines, ces prochains mois également. Et on te laisse la parole, te présenter et lancer la thématique du jour sans plus attendre parce qu'il y a du contenu. Merci, merci pour l'accueil, merci pour votre présence. Aujourd'hui, on va aborder en effet la thématique de la transparence salariale. Pas tant sur l'aspect juridique, puisque les avocats et les juristes le font très bien, mais plutôt sur finalement l'opportunité qu'on a à saisir en tant qu'employeur sur cette thématique-là. Donc nous, on est un cabinet de conseil en marque employeur pour les entreprises qui souhaitent revoir leurs pratiques sur le sujet de l'attractivité, notamment. Donc ça passe par l'expérience candidat, l'expérience collaborateur. Et le sujet de la transparence salariale vient pas mal y répondre. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous partager ma vision sur cette directive, ce qu'elle peut apporter, comment la saisir vraiment comme une opportunité. Voilà, on va commencer. Et là, comme ça, juste de prime abord, dire qu'on peut s'en servir comme une opportunité, ça peut un peu être... Justement, l'idée dans le partage aujourd'hui, c'est vraiment de vous partager ça. Il y a l'obligation et il y a ce qu'on peut en faire. Et vraiment, je pense sincèrement que c'est une opportunité à saisir. Donc, je vais vous le partager aujourd'hui. Aller vers plus de transparence salariale dans l'esprit et le cadre de la directive européenne, en pratique, c'est faire quoi ? La directive européenne qui va être transposée en droit français en juin 2026, elle va imposer certaines choses en termes de transparence salariale, notamment plus de transparence dans les recrutements. Donc ça va être l'objectif, c'est que le candidat, avant d'arriver dans l'entreprise, soit au fait soit du salaire exact, soit d'une fourchette de salaire cohérente. Et on n'aura plus le droit de demander les anciens bulletins de salaire des candidats pour estimer le nouveau salaire. Il y aura un droit à l'accès à l'information tout au long de la collaboration quant aux critères d'attribution de rémunération. Donc aujourd'hui, une personne en entreprise aura la possibilité de demander comment est évaluée et déterminer sa rémunération et comment, par rapport à des postes équivalents, l'équilibre se fait. Et il y aura un aspect correction des écarts de rémunération dès l'instant où la moyenne des postes équivalents, dès l'instant où il y aura un écart d'au moins 5% par rapport à un salaire en rapport avec la moyenne du salaire équivalent. Donc là, l'idée, c'est pas d'aller tant sur le détail de la directive, puisque voilà, il y aura pas mal de supports, mais plutôt de parler des enjeux, de parler de ce que ça peut apporter et surtout ce sur quoi il est peut-être important de travailler. Donc les enjeux et les intérêts à tendre vers plus de transparence salariale, ça va se jouer notamment sur le côté équité et cohérence en termes de rémunération, de limiter les facteurs de discrimination, et ça c'est le point vraiment principal de la directive, aujourd'hui de pouvoir réguler et éviter les écarts de salaire. Ça va clairement être un atout marque employeur et attractivité, puisque l'objectif est que ça devienne finalement un non-sujet. Et ça va clairement réduire les sources de démotivation, et puis l'objectif est de se mettre en conformité vis-à-vis de la loi.
Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on a de grandes difficultés à parler de rémunération en entreprise. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance à se comparer, mais sur des critères souvent subjectifs. On va comparer un salaire égal sans pour autant prendre en considération les contraintes du poste, la composante de la réalité opérationnelle, les responsabilités des uns des autres. Et on va avoir tendance aussi sans l'aspect comparaison, à être toujours sur des critères assez subjectifs dès l'instant où on a le même salaire, où là, ça va pas forcément être un sujet, mais on va pas forcément se comparer, mais pour autant, on n'aura pas les mêmes responsabilités, pas les mêmes réalités de poste, et on en revient à de la comparaison ou de la non-comparaison complètement subjective. Donc là, enfin voilà, aujourd'hui, on n'arrive pas forcément à dire ce qu'on valorise, on n'est pas en capacité, dans les échanges, dans la façon dont on parle du sujet, de clairement identifier ce qu'on valorise, et c'est ce qui fait que c'est difficile à aborder comme sujet, puisque voilà, c'est encore très tabou. Donc là, la question à se poser, c'est est-ce que finalement cette directive, c'est pas le bon moment pour pouvoir faire en sorte que ces éléments de comparaison, cette tendance à se comparer, se fasse sur des éléments clairs, adaptés, cohérents, et sur lesquels on peut réellement s'appuyer. Puisque de toute façon, les gens ont tendance à se comparer, autant que ce soit sur des critères assez objectifs. En tout cas, voilà, c'est la vision que je voudrais partager. Donc, pour ce qui est des stratégies aujourd'hui, en réponse à cette directive-là, je vais vous partager ma vision de ce qui peut être intéressant à travailler, à mettre en place pour déployer au mieux le respect de cette directive. Donc, comment on peut axer sur ça? En appliquant des salaires fixes, cohérents, et à partir de grilles claires, déterminées en fonction des composantes du poste, de tous ces éléments finalement qui sont des sources de comparaison, les conditions, les réalités opérationnelles, les attendus de manière claire, détaillée, le niveau de compétences nécessaires et de l'expertise, le niveau de responsabilité. Plus on aura des critères assez clairs en termes d'attribution et de rémunération, moins on aura finalement de sujets sur ça. D'homogénéiser le système de primes. Aujourd'hui, on a encore beaucoup d'entreprises qui attribuent des primes sans pour autant déterminer de vrais critères. Soit ça va être des primes individuelles en fin d'année, en fonction de l'implication, mais sans pour autant réellement le mesurer. Donc le fait d'avoir des critères d'attribution clairs, des montants cohérents en fonction de ce qu'on attend, de privilégier peut-être des systèmes comme l'intéressement ou la prime de partage des valeurs, qui sont des avantages assez collectifs et assez clairs en termes de critères, plutôt au détriment de primes individuelles transmises un petit peu à la volée. En termes de stratégie, on peut aller sur finalement aussi réévaluer ces avantages sociaux pour qu'ils soient plus adaptés aux besoins des salariés. On va prendre l'exemple de la mutuelle aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est un travail qui se fait régulièrement, mais en tout cas se pencher sur peut-être la moyenne d'âge des salariés de l'entreprise et de ce qu'ils ont réellement besoin. On peut avoir des mutuelles où on se penche pas forcément sur les barèmes et les avantages. On peut avoir des mutuelles qui ont par exemple des prises en charge de cures thermales qui coûtent une fortune à l'entreprise et qui sont pas forcément dans les besoins si on a une moyenne d'âge de 25 ans. Donc voilà, d'aller questionner, d'aller identifier ce qui constitue réellement une réponse aux besoins de nos salariés. Si c'est plutôt de la médecine douce, si c'est plutôt voilà des avantages et d'autres pratiques, ou alors les lunettes, le dentaire, tout ça, voilà, d'aller identifier quelque chose qui soit vraiment en lien avec les besoins. Si on met un système de chèque cadeau, de remboursement de loisirs, sport, etc., voilà, d'aller identifier ce qui va réellement devenir un atout de différenciation, et non pas d'avoir une mutuelle ou des avantages juste parce qu'on a décidé de les mettre en place un jour, mais finalement ça correspond plus à la réalité de l'entreprise. Et puis peut-être d'aller si c'est des avantages qui sont communs à tous et qui correspondent aux besoins de tous, voilà, mais peut-être d'aller valoriser ou compenser des avantages qui ne seraient pas forcément communs. Là, j'ai mis l'exemple des crèches ou des cadeaux d'enfants des salariés. Voilà, s'il y a des avantages qui ne correspondent pas forcément à tout le monde, peut-être d'aller les questionner, les valoriser et les compenser au reste des salariés.
pour avoir quelque chose qui représente un réel avantage social. Aujourd'hui, on met des avantages sociaux, on enliste en disant, bah voilà, on a la mutuelle entreprise, on a ci, on a ça, mais la mutuelle entreprise, si c'est pas une bonne mutuelle, c'est pas réellement un avantage, plutôt une obligation. Et voilà, d'aller questionner ces avantages sociaux pour que ça devienne réellement un atout. Et puis de communiquer efficacement, parce qu'aujourd'hui, si je reprends l'exemple de la mutuelle, on a des entreprises qui décident de la prendre en charge à 100%, d'autres qui respectent simplement le cadre légal de 50%. Mais qui pour autant vont pas dire à leurs salariés, bah, nous on décide de la prendre en charge à 100%, c'est un avantage, c'est quelque chose qu'on souhaite attribuer à nos équipes. On décide de mettre tel ou tel avantage, on décide de mettre en place cette grille de rémunération, d'être assez clair dans sa communication pour éviter qu'il y ait des non-dits, qu'il y ait des interprétations et que voilà, on se base sur des choses qui ne soient pas forcément... C'est vu comme un acquis parce que parfois on va jusqu'à 100%, c'est ce que ne fait pas forcément toutes les entreprises. C'est ça. Et quand on arrive dans une autre entreprise et qu'on arrive avec 50%, on se dit, bah, je comprends pas, la mutuelle, normalement, c'est pas de notre charge. Donc voilà, d'être assez clair sur ce qu'on estime, ce que l'entreprise souhaite mettre en place pour valoriser et donner à ses salariés, et qu'elle soit claire sur sa communication. Parce que c'est vrai que voilà, on se rend pas forcément compte de ce qu'on a en entreprise, on se rend pas forcément compte de ce qui est finalement des règles claires, quoi. Maintenant, pour mettre en place ça, quelles sont, selon moi, les étapes essentielles ? Je vais vous partager la première, qui est pour moi la grande étape, qui est de revoir sa politique salariale. Aujourd'hui, la politique salariale, concrètement, c'est quoi ? C'est les règles communes à l'entreprise en termes de rémunération. Mais on a tendance à la mettre un petit peu de côté en se disant, bon bah voilà, si j'ai une personne qui arrive, qui négocie bien son salaire, là j'en ai besoin, bah, je vais le payer. Par contre, quelqu'un qui est là depuis 20 ans, qui fait la même chose et qui du coup voit ça, bah, à un moment donné, on n'y pense pas forcément. Donc voilà, de reposer un petit peu ces critères, plutôt que de prendre des décisions au moment venu, finalement, dans l'urgence, c'est de se poser et de clarifier finalement sa stratégie. En lien avec la stratégie, la culture de l'entreprise, les projets, la vision, de poser ces éléments-là pour qu'à un moment donné, on se demande ce dont on a besoin pour répondre à cette vision. Quelles sont les ressources, les métiers, les pratiques, comment on peut articuler les ressources qu'on a, les ressources dont on a besoin pour répondre à ces besoins-là, toujours avec la cohérence de critères en fonction des niveaux d'importance. Si je prends l'exemple d'une entreprise qui va avoir que des développeurs informatiques et qui va faire tourner son activité autour de ça, l'entreprise, normalement, va choisir de valoriser ces métiers-là, puisque c'est principalement sur ces métiers que ça peut faire tourner. Ou si je prends la fonction commerciale aussi. La fonction commerciale, c'est une fonction qu'on a tendance à valoriser, parce que c'est la fonction qui va nous apporter des marchés, etc. En tout cas, de poser des éléments et de se dire concrètement, qu'est-ce que je veux valoriser, qu'est-ce qui est important pour ma stratégie d'entreprise, et donc, quels sont mes projets. Et donc, après, de clarifier la valeur de ces ressources-là, et notamment donc à partir du marché, on a des métiers qui sont en tension. Si je prends certains exemples comme la mécanique de précision, l'usinage, où c'est des métiers qui se perdent et qui deviennent de plus en plus rares, on sait que le marché augmente, mais à un moment donné, il faut aussi se poser la question des capacités de l'entreprise. Est-ce qu'on est capable de pouvoir répondre et de se mettre en conformité avec le marché et d'être attractif ? Voilà, tout va se jouer dans cette question d'équilibre. Je sais qu'il y a un marché, je sais que certains métiers sont rares et je sais qu'il va falloir que je les paye. Maintenant, qu'est-ce que je peux me permettre pour pas mettre l'entreprise non plus en péril? Donc voilà, tout ça, c'est des composantes de politique salariale. Mais vraiment, ça, c'est l'étape essentielle pour moi pour pour faire ce travail et se poser ces questions. En bref, ça va être quels sont nos projets, quelles sont les ressources dont on a besoin, combien elles valent et quelle position on souhaite avoir sur le marché. Parce que voilà, il y a si je reprends l'exemple de la mécanique de précision, il y a des entreprises qui aujourd'hui, des petites structures, qui peuvent pas forcément se permettre de payer au-delà du marché, voilà, mais qui pour autant, à un moment donné, ont besoin de ressources. C'est là où tout va se jouer. L'idée, c'est pas de surpayer les personnes en se disant on va les attirer, par contre dans 6 mois on va fermer, quoi. Donc voilà, toute cette stratégie, c'est pour ça que pour moi c'est un sujet qui est quand même important, parce que de toute façon ces questions-là, si on se les pose réellement, pour moi c'est une opportunité de se poser ces questions-là.
La deuxième étape qui est essentielle, une fois qu'on a déterminé sa politique salariale, c'est de gérer tout son processus d'augmentation avec cohérence et en lien avec ça. On a déterminé des règles du jeu, on sait là où on veut aller, on sait ce qu'on attend comme ressources et comment on doit les valoriser. Maintenant, dans les processus de gestion d'augmentation, c'est de se dire, est-ce que la personne, enfin de passer les personnes en revue et de se dire, est-ce que les missions de la personne ont évolué? Est-ce que ses responsabilités ont évolué? Est-ce que ses conditions de travail ont changé? Est-ce que le salarié va au-delà de ce qu'on attend de lui? Est-ce qu'on est capable de comparer avec des postes similaires et est-ce qu'ils sont payés sur la même base? Est-ce que l'évolution du marché s'y prête? Est-ce que le coût de la vie augmente? Et est-ce que l'entreprise peut se le permettre? Et quand on se pose toutes ces questions-là au moment de l'augmentation, normalement, on est plutôt cohérent avec sa politique salariale. Et en même temps, on facilite aussi finalement l'échange, le dialogue social, le climat social de l'entreprise, parce que les critères sont cohérents. Et si finalement, on n'a pas au moins un de ces critères, quelle est la raison d'augmenter quelqu'un? Alors on a toujours au moins le coût de la vie ou l'évolution du marché. Il y a des choses comme ça où on sait que voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui vont dire moi j'augmente au moins au minimum pour l'augmentation du coût de la vie, mais on ne va pas forcément se pencher sur tout ce détail de critères-là. Aujourd'hui, il y a des personnes, on les augmente parce qu'elles nous demandent une augmentation, sans pour autant se dire, mais peut-être que le poste n'a pas du tout évolué. Ça fait 10 ans que la personne, elle fait la même chose, elle le fait bien, mais elle ne fait pas plus que ce qu'on attend d'elle. Voilà. Est-ce qu'on souhaite le valoriser ou pas? Et ça, en fait, voilà, ça répond juste à la stratégie d'entreprise et à ce que souhaite faire un dirigeant. Donc, si on souhaite valoriser certains aspects-là plus que d'autres, en plus de la notion de compétence, d'expertise, etc., voilà, c'est de se poser sur ces critères-là et surtout de rester cohérent avec sa politique salariale. Donc voilà, en bref, c'est mener les augmentations à partir de critères objectifs et en cohérence avec la politique salariale et la réalité de l'entreprise. Encore une fois, je parle de réalité de l'entreprise. S'il y a un moment d'activité qui est plus difficile, on va forcément le prendre en considération. Et ça aussi, quand je parlais de la communication tout à l'heure, c'est des choses qu'il ne faut pas hésiter à communiquer. Si l'entreprise, elle rencontre une passe un petit peu plus difficile, je pense aux entreprises du BTP à un moment donné qui ont eu une activité en baisse, enfin voilà, ou certaines activités qui à un moment sont coincées, c'est le message à passer. Pour le moment, c'est pas judicieux pour l'entreprise d'aller procéder à de grosses augmentations. Donc on fait le minimum pour peut-être garder, motiver ses équipes, mais voilà, on reste toujours en cohérence avec la stratégie de l'entreprise et la réalité. Troisième étape importante, c'est d'attribuer une composante de rémunération qui soit cohérente avec la réalité de l'attribution. Qu'est-ce qu'on valorise et à quoi ça correspond? Aujourd'hui, on a tendance à donner une augmentation parce que, je reviens sur le cas d'une personne qui nous demande une augmentation, on se dit oui, voilà, c'est une personne qui est impliquée, on va l'augmenter. Généralement, elle l'argumente, ça demande oui. d'augmentation. Oui, mais pour le coup, l'entreprise se pose pas forcément justement sur ces critères très pointus de se dire est-ce que j'attribue une augmentation? Est-ce que j'attribue une prime? Est-ce que c'est une prime exceptionnelle? Est-ce que c'est une prime en fonction d'un projet? Voilà. Ça, c'est des questions aussi à se poser. On va dire, la personne, elle travaille bien, elle fait plus que ce qu'on attend d'elle, on va lui donner une prime. Mais peut-être que finalement, elle fait plus que ce qu'on attend d'elle, mais que ça s'inscrit dans sa nouvelle réalité de poste. Et là, ça nécessite plutôt une augmentation. Donc voilà, c'est de se poser ces questions-là. Ou alors on va dire, je vais donner une augmentation à cette personne-là parce que cette année, elle a fait un travail extraordinaire sur un projet, donc elle mérite. Mais pour le coup, c'était un projet ponctuel. Donc, c'est plutôt une prime. On peut faire distinguer entre les missions récurrentes ou les missions exceptionnelles. C'est ça. Est-ce qu'on est en lien avec un projet particulier? Est-ce que c'est lié au bénéfice? Et là, tout à l'heure, je parlais de dispositifs comme l'intéressement ou la prime de partage de la valeur. Voilà, d'inscrire des attributions et des valorisations cohérente avec ce à quoi ça correspond. Aujourd'hui, on a tendance à donner des augmentations ou des primes sans trop se poser de questions sur est-ce que c'est vraiment la bonne manière de valoriser. Donc voilà, ça aussi c'est une des étapes pour moi qui est importante. Et donc là, j'arrive sur une question que tout le monde se pose certainement, c'est si on affiche les salaires, tu te rends compte des problèmes que cela va poser. Donc maintenant, la question à laquelle je réponds là, c'est je vois pas forcément les problèmes que ça peut poser
Si on a fait ce travail que je viens de vous partager avant, parce que, comme je vous le disais, on a tendance à se comparer. Les gens parlent de salaire entre eux de toute façon. C'est la première chose qu'ils font quand ils passent l'entreprise, ou peut-être le 2e ou 3e jour, mais de toute façon, les salaires sont toujours abordés. On a beau dire, alors non, là, on va pas, parle pas de ton salaire, parce que bon, voilà, je t'ai valorisé, mais c'est pas toujours évident. Bah non, en fait, les gens, ils parlent de salaire. Et c'est comme ça. Donc, autant avoir des éléments concrets. Si on a des personnes qui viennent nous voir, l'objectif finalement de cette transparence salariale, c'est de se dire, si on a une personne qui vient dans notre bureau et qui nous dit pourquoi je suis payé tant par rapport à cette personne, on doit être capable de lui répondre. Et on doit être capable de lui répondre avec des exemples assez concrets. Je vais vous donner un exemple me concernant. Un jour, une salariée vient me voir en me disant, bah voilà, cette personne, elle vient d'être embauchée. Elle a pas d'expérience dans le domaine. Moi, j'ai 3 ans d'expérience. Elle est payée le même salaire que moi. Pourquoi? Et là, typiquement, c'était le cas d'une personne qui avait une licence dans le domaine, pas d'expérience. La personne qui avait 3 ans, qui avait de l'expérience, elles étaient, pour l'entreprise, en tout cas en fonction des critères attribués, au même niveau. Et donc, je lui dis, aujourd'hui, la décision de l'entreprise, c'est de valoriser et les compétences, et les diplômes, et l'expertise. Donc, aujourd'hui, toi, tu as l'expertise, tu as l'expérience, elle a les diplômes, vous êtes au même niveau. Demain, elle aura l'expertise, les diplômes, elle va passer au-dessus. Et ça, c'est la décision de l'entreprise. Après, le but, c'est pas forcément d'y adhérer, mais de la comprendre. Donc, si on a des décisions avec lesquelles on est clair, où on se dit, moi, je veux valoriser les compétences, je veux valoriser l'expérience, je veux valoriser les diplômes, peu importe ce qu'on souhaite valoriser. Mais l'important, c'est d'être clair. Et si on est capable de répondre à la personne, après, voilà. L'important, c'est d'avoir ces réponses-là. Donc, de toute façon, afficher les salaires, si on est cohérent avec ces pratiques, normalement, c'est un non-sujet. Normalement. Et donc, selon moi, ce à quoi ça peut plutôt contribuer si on affiche les salaires, c'est à mettre en lumière la réalité des pratiques dès le recrutement. Si on affiche la transparence dès l'annonce et qu'on est clair avec sa politique salariale, il n'y a pas de surprise. Au moment de l'intégration, la personne, elle sait ce qu'elle va gagner, elle sait pourquoi. Et tout le monde sait finalement. Parce que si on veut être transparent dans les annonces, il faut qu'on soit cohérent dans sa politique salariale, puisque les salariés qui vont être au contact de l'annonce vont se dire « Ah oui, alors on demande ça, mais alors moi je ne suis pas payé à cette hauteur-là ». Donc à un moment donné, si on travaille cette politique salariale, c'est aussi pour répondre à tout ça. Ça va réduire les inégalités de salaire, puisque clairement on aura fait ce travail d'équilibre et on aura des salaires qui seront justes, en tout cas en fonction, encore une fois, de la volonté de l'entreprise et de la stratégie de l'entreprise. Ça améliore clairement le climat social, puisque c'est des sujets de tension aujourd'hui en entreprise. Les gens qui se comparent et qui se disent moi je suis payé à telle hauteur alors que cette personne-là elle gagne autant que moi, voire plus, mais elle ne mérite pas, etc. Encore une fois, je reparle des critères subjectifs parce qu'on ne connaît jamais la réalité de la composante du poste, etc. Mais en tout cas, ça reste des éléments de tension. Et finalement, ça peut améliorer l'engagement des équipes en les valorisant sur des critères justes et cohérents. Aujourd'hui, si les équipes ont la sensation d'être payées à leur juste valeur sur des critères objectifs, normalement, on a des chances d'améliorer l'engagement. Et puis clairement, je parlais du processus de gestion d'augmentation, ça va le faciliter, puisque là, on n'a pas de questions à se poser. On n'a pas de nœud au cerveau à se faire au moment où on arrive à la fin de l'année, où on se dit alors, comment on augmente telle personne et comment on va justifier le fait que cette personne, on souhaite l'augmenter comme ça, comme ça, comme ça. Si on a des critères, on a des critères. Et voilà. Et donc, pour moi, le fait d'afficher, encore une fois, on n'est pas sur le détail de tous les salaires, hein, on est sur des moyennes, on est sur des choses comme ça, mais en tout cas, pour moi, c'est plutôt facilitant que d'apporter des problèmes. Et donc, comme je le disais juste avant, l'important, c'est pas que les salariés adhèrent à la politique salariale dans l'entreprise, mais qu'ils aient suffisamment d'éléments entre leurs mains pour la comprendre. Voilà. Il n'y a pas forcément besoin de convaincre les salariés, mais plutôt de leur dire, voilà, on est au clair avec nos règles du jeu, elles sont comme ça, maintenant, voilà, si vous vous y retrouvez, si vous estimez que c'est cohérent avec ce que vous attendez d'une entreprise, voilà, on va bien travailler ensemble. Et si ça vous convient pas, parce que voilà, on peut pas convenir à tout le monde. Il y a certaines politiques d'entreprise qui plaisent plus que d'autres. Il y a certaines réalités de métiers qui sont différentes et d'activités.
Et voilà, si je prends des postes assez transverses ou supports, voilà, certaines personnes vont plutôt préférer le fonctionnement d'une entreprise de tel ou tel domaine et vont avoir la possibilité un petit peu de choisir et de se retrouver dans un domaine plutôt qu'un autre. Mais en tout cas, plus le dirigeant et l'entreprise sera au clair avec ses pratiques, moins il y aura d'incompréhension sur le sujet. Voilà, et ce que je voudrais dire, c'est que selon moi, cette directive-là, c'est l'occasion de vraiment poser une véritable politique de rémunération. Et si on considère juste que c'est une directive et une obligation à respecter pour être dans les clous, en tant que dirigeant, on n'a rien compris, quoi. Voilà. Petite question, justement. Qu'en est-il des petites entreprises où, de toute façon, par définition, habituellement, les postes des gens sont relativement différents? Alors après, même si les postes sont différents, on peut regrouper certaines catégories. Si on parle de services support, si je prends le côté assistant, par exemple, on peut avoir des services support de compta, d'administratifs autres, d'administration des ventes, etc. Mais on va avoir des catégories de postes qui se regroupent. Par contre, plus l'entreprise est petite, plus ça va être difficile de faire en effet des grosses moyennes. Après, c'est pas les toutes petites entreprises qui sont ciblées là pour le coup. C'est les PME, à partir d'un certain nombre de salariés? Oui, alors là, on est sur... je crois que la première partie de directive sur 2026, ça doit être les entreprises de 250. Et après, je crois que sur 2027, on passe sur les entreprises de 150. Donc voilà, on est sur des entreprises qui ont une taille suffisamment conséquente pour avoir des moyennes. Mais surtout, même si on n'est pas sur de l'affichage détaillé, en tout cas, l'important pour moi, c'est de se poser ces questions-là. Et de se dire, est-ce qu'on est au clair avec notre politique salariale? Est-ce que les pratiques qu'on a en termes de rémunération sont cohérentes avec notre activité, avec le marché, avec voilà, est-ce qu'on décide de valoriser? Et je pense que dès l'instant où on a ces réponses-là, le reste, ça reste que des moyennes. Ça reste, voilà. Si on est capable d'afficher, aujourd'hui on voit dans les annonces de recrutement, c'est hyper difficile pour les entreprises d'afficher le salaire. Alors on met des fourchettes plus ou moins larges et finalement on n'attire pas puisque les personnes qui sont en contact des annonces, ça leur parle pas forcément en fait, c'est des fourchettes qui sont trop conséquentes ou voilà, ils s'y retrouvent pas. Donc de toute façon, on va pas chercher les bonnes personnes. Donc si on se pose et qu'on identifie réellement ce que vaut la ressource ou les ressources humaines dont on a besoin dans l'entreprise, ça va faciliter aussi cette étape-là. J'ai une deuxième question difficile sur la capacité de production de la personne en fait. Parce qu'effectivement, vous avez pris un exemple et ça tombe bien, moi j'ai une société de développement de développeurs en fait. Et d'un développeur à l'autre, sa capacité, alors je prends un exemple, sa capacité de production en ligne de code, elle est totalement différente d'une personne à l'autre, même s'ils ont le même niveau d'études, même s'ils ont le même niveau d'expérience, et c'est la même chose dans les entreprises, c'est la capacité finalement à être adapté aux profs de travail. Et là, j'ai pas vu de critères, me semble-t-il, qui permettent d'en faire un critère objectif en fait. C'est un critère objectif par définition puisque c'est votre réalité à vous, et si vous déterminez et vous décidez de valoriser finalement le niveau, je ne sais pas si c'est vraiment le niveau d'implication ou le niveau de capacité à, si vous le posez et que vous mettez un indicateur, en fait, vous pouvez tout à fait l'évaluer. C'est votre critère objectif à vous. Non, justement, ça mène la question suivante, c'est-à-dire si on affiche les salaires et que ces critères ne sont pas compris de l'ensemble des salariés qui vont consulter ces salaires, c'est là où on a une difficulté. D'où l'intérêt d'être clair dans sa communication de manière collective, mais aussi de manière individuelle, et peut-être d'avoir voilà, un système de barème et de grille qui soit peut-être un peu rigide, mais en fait, à un moment donné où on est capable d'expliquer aux gens pourquoi. Et s'il y a cette réelle, finalement, performance, puisqu'on est sur de la performance, là, dans votre cas, va être... Alors, on n'est pas sur de la performance, on est sur la capacité de l'entreprise à répondre à sa clientèle.
c'est pas obligatoirement de la performance. Oui, mais pour le coup, vous Pas- allez on évaluer n'est la pas capacité et la performance de manière individuelle de vos collaborateurs. Oui, mais on n'est pas sur de la performance en mettant en compétition les personnes. Non, C'est bien ça que je veux dire. Mais pour La autant, performance, vous elle avez doit pas être- forcément des éléments de comparaison, puisque vous avez par exemple des personnes qui vont avoir des capacités de répondre peut-être plus rapidement que d'autres sur certaines missions, ou alors peut-être que ce qui peut être intéressant dans votre cas, c'est d'aller identifier peut-être les expertises des uns des autres et de se dire peut-être que cette personne, elle est plus efficace et plus capable d'être sur ce genre de thématique plutôt que sur d'autres, et de répartir les missions en fonction des capacités des uns des autres. Mais ça, quand c'est c'est ce que fait possible. déjà un chef d'entreprise. Il n'a pas besoin de se... Oui, mais aujourd'hui, est-ce qu'il est capable de le quantifier et de dire combien ça vaut réellement? Je crois qu'il y a un monsieur qui veut intervenir. Je m'interroge, vous faites quoi des conventions collectives, des grilles de salaire qui sont faites? Eh bien ça, c'est des bons supports, par exemple. Aujourd'hui, vous pouvez très bien dire, en tant que chef d'entreprise, je m'appuie sur la convention collective. On s'appuie obligatoirement sur les conventions collectives pour les postes, pour les salaires. Oui, mais il y a aussi des... Déjà, je pense que ça donne une échelle où se situer. Et après, il n'y a pas trop de navigation à l'intérieur. Alors, si tout le monde aujourd'hui respectait les conventions collectives, on n'aurait pas d'écart de salaire. Ah, il y a un petit écart quand même, puisqu'il y a des échelons, il y a tout ça. Oui, non, mais oui, mais un échelon ou un niveau, ça correspond à une compétence particulière. Un poste avec tel niveau, tel échelon, ce qu'on attend de lui dans la convention collective, on a tous ces éléments-là. On a finalement la valorisation et ce qu'on attend. Si on va un peu plus loin, on a les critères de ce qu'on attend de tel niveau, tel échelon. Donc si ça, on est capable de le justifier et de dire, moi, j'applique ce salaire-là parce que j'attends ça de la personne et ça vaut tant. C'est typiquement la convention collective. Mais aujourd'hui, il y a des entreprises qui vont pas forcément répondre aux barèmes de convention collective, qui peuvent être au-dessus pour certains postes et qu'à un moment donné, il y a des écarts. Si on prend un autre exemple, c'est l'évolution du SMIC. On a les gens qui évoluent au niveau du SMIC et ça réduit l'écart avec ceux qui finalement étaient assez éloignés du SMIC à un moment donné. La question à se poser, c'est est-ce qu'on est toujours en phase avec les critères d'attribution de rémunération? Voilà. Mais voilà. Et après, si j'ai envie de vous dire, si vous appliquez les barèmes de convention collective dans votre cas à vous, vous ne devez pas avoir tant d'écart que ça alors. Je vais vous dire, si on n'applique pas la grille qui existe actuellement, les salariés, c'est pas compliqué. Mais aujourd'hui, le turnover, il y en a dans beaucoup d'entreprises. Donc, c'est peut-être parce que vous avez une politique salariale qui est assez claire, pour le coup. Mais il y a un grand nombre d'entreprises qui soit sont en décalage de manière positive, avec certains postes qui décident de valoriser et d'autres qui ne le sont pas, et donc des écarts à un moment donné non justifiés, et pour lesquels à un moment donné ça crée des tensions. Peut-être que ce n'est pas votre réalité, mais plus on va se rapprocher d'outils type la convention collective ou tout simplement sa propre réalité en se disant, nous en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que je souhaite valoriser ? Est-ce que je souhaite valoriser les compétences? Est-ce que je souhaite valoriser le niveau d'expertise, la capacité à mener un projet ou autre? Mais en tout cas, de poser ces critères-là et de se dire combien ça vaut. C'est juste ça pour moi qui est important. Mais aujourd'hui, si on en parle et si ça devient une obligation, c'est parce que c'est pas appliqué partout et que c'est pas encore clair pour tout le monde. Là, les niveaux d'obligation, dit 2026, plus de 250 salariés, atteindre 750. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, après, j'ai pas forcément tous les détails, hein, comme je vous disais, c'était pas tant sur l'aspect vraiment cadre juridique pointu mais en tout cas, voilà, dans un premier temps, on sait que c'est pas, que c'est une obligation qui arrive. L'objectif de cette directive, c'est pour réduire les inégalités de salaire. Aujourd'hui, statistiquement, il y a des inégalités de salaire, que ce soit dans le cadre de l'égalité femmes-hommes, où justement c'est des sujets qui ont été posés, que ce soit tout simplement à des postes équivalents. Si je prends des postes, j'ai des exemples en tête comme les mécaniciens auto ou autres, qui aujourd'hui ont des écarts de salaire et qui pour autant font la même chose. C'est ça. Et c'est exactement la raison pour laquelle... C'est ça. Et c'est exactement pour ça, dans ce sens-là que... Juste un peu plus loin que M. Emmanueli, il y a la capacité à produire certaines choses, effectivement. Certains sont plus capables que d'autres. Et il y en a qui sont capables, mais qui ne font pas forcément
forcément. Il y a la question de la motivation. On est d'accord. Et Comment ça aussi. de collaborateurs doivent être appréciés au niveau de la rémunération quand un a les capacités de faire, mais il ne le fait pas forcément, et l'autre qui a peut-être moins de capacité mais fait beaucoup plus. Et bien encore une fois, plus on va poser ce qu'on attend des salariés. Après, si on a des salariés qui peuvent faire plus, mais qui font déjà tout ce qu'on attend d'eux, la question à se poser, voilà. Limite à leur fiche de poste. Ouais, mais et s'ils le font bien, et si nous, on sait, la question à se poser, c'est comment on va leur donner envie de faire encore plus. Et c'est des questions à se poser. Après, on ne parle pas forcément de rémunération. Une rémunération, elle doit être égale par rapport à une fiche de poste et ce qu'on attend d'un collaborateur, en tout cas quand on l'embauche. Et donc après, c'est toute la politique salariale qu'on peut être apposée dans une entreprise à travers Des avantages. des Le système de primes dont je parlais tout à l'heure, en fait. Hein. d'évaluation de la production. Alors, en industrie, c'est plus simple. On a vraiment des critères d'évaluation de productivité. C'est peut-être plus difficile quand c'est de la productivité. Alors, Du coup, la ça motivation et la performance, il ne faut pas passer par l'augmentation de la rémunération, mais plutôt par d'autres outils. Voilà, je pense que ça peut, en fait, en tout cas. Ça peut. parce que sinon, effectivement, on risque d'avoir une politique de rémunération et puis ce qui est un jour de motivation dans les entreprises. Il y a des personnes qui peuvent être très impliquées à un moment donné de leur vie dans l'entreprise. Et si on donne de la rémunération fixe à ce moment-là, ça peut être problématique le jour où il se passe quelque chose et que finalement il est moins motivé. C'est pour ça que c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de cohérence dans l'attribution. Oui, mais là, on voit qu'on dérive progressivement justement vers des critères qui sont un peu moins objectifs. Vous avez insisté sur la nécessité d'avoir des critères objectifs, c'est que mesurer la motivation. Je veux dire que c'est là que vont se produire des glissements, des distorsions, parce qu'effectivement, en fonction de la motivation que le chef d'entreprise aura mesurée, il va avoir tendance à, et puis ça ne va pas forcément se voir en termes de transparence. Et j'irais même jusqu'à dire, parce qu'aujourd'hui on a des collaborateurs qui demandent du sens. C'est-à-dire si on veut les garder, il faut donner du sens. Et le lien entre le sens qu'on donne au job et le niveau de rémunération, il n'est pas forcément en corrélation. Et je crois que moi c'est une tente. Je ne suis plus en activité, mais je suis encore administrateur, ici en l'occurrence à l'entrée de Saint-Thomas de Montlouis. Et puis j'ai travaillé dans des structures de taille très différentes, et y compris en chef d'entreprise. Et donc j'ai l'impression que cette notion de nécessité de donner du sens aux tâches qu'on confie à nos collaborateurs est vraiment une tendance lourde qui vient finalement impacter la politique salariale et peut-être aussi quelque part avec une problématique de transparence qui se développe. Mais je comprends tout à fait. Et ce qu'il y a, c'est que si on veut aller sur le terrain de la subjectivité, tout ce que je vous ai partagé jusqu'ici, justement, plus on aura ces critères objectifs questionnés dans chaque réalité, moins on ira sur la dérive des critères subjectifs. Parce que la notion d'engagement, la notion de motivation, c'est des choses qui peuvent être évaluées. Tout dépend comment c'est fait. Et si on a une base suffisamment solide de critères posés et objectifs, on en revient sur la cohérence d'attribution, de valorisation. Mais en tout cas, c'est vraiment propre à la politique de l'entreprise, au projet de l'entreprise, à la direction qu'on souhaite donner à l'entreprise et ce qu'on est capable de faire. Et après, chaque réalité est différente. Moi, la réflexion que je veux poser aujourd'hui, c'est au-delà de l'obligation, c'est l'occasion de se poser des vraies questions de fond et de se dire qu'est-ce que je veux, moi, dans mon entreprise et qu'est-ce que je veux valoriser. Et est-ce que je suis claire avec ça et est-ce que je suis capable de le communiquer à mes salariés? Alors, ça ressemble pas mal à ce que pratique le secteur public, des grilles, des paliers. Ça ressemble beaucoup, je connais bien le sujet, ça ressemble beaucoup. Après, en termes d'attractivité dans le secteur public, cette transparence-là, elle ne permet pas forcément d'être très attractive. Parce que peut-être que la grille n'est pas attractive à la base, en fait. Tout dépend.
Mais c'est pour ça, en fait, on peut très bien... Je vous donnais l'exemple tout à l'heure du domaine de la mécanique de précision. C'est des métiers qui ont énormément évolué, qui aujourd'hui sont assez rares et sont très bien valorisés. C'est des choix d'entreprise à un moment donné. Si on décidait de respecter juste une grille et de se dire, bah voilà, bah moi je veux pas payer plus que ça, bah c'est plus une politique salariale. Et dans le public, je connais pas suffisamment bien le domaine, mais en tout cas, je pense qu'il y a des grilles qui sont pas forcément réfléchies avec une politique salariale poussée de valorisation justement et justement d'analyse avec la réalité du marché. Là où dans le secteur des entreprises privées, on a tout intérêt finalement à le faire dans l'objectif d'être attractif. On ne peut pas forcément l'être sur tous les niveaux et peut-être qu'on ne va pas pouvoir se permettre d'avoir des rémunérations qui vont être extraordinaires, mais comme vous le disiez, on peut valoriser autrement. On peut aller sur d'autres terrains. Je vous parlais tout à l'heure des avantages sociaux. Typiquement, on a énormément d'entreprises aujourd'hui qui ont des avantages sociaux qui ne sont pas du tout adaptés aux gens. On va dire, ah bah nous, c'est super, on a des places pour aller au cinéma. Est-ce que vos salariés vont au cinéma ? On n'en sait rien. Bah nous, on peut aller au parc d'attractions ou je ne sais où. Bah on n'a pas d'enfants. Enfin voilà, il y a toutes ces réalités. On a une mutuelle. Bah on ne s'est jamais trop posé la question de la mutuelle. On ne sait pas si finalement elle est très avantageuse et d'aller questionner ces réalités à un moment donné. En effet, dans la vie, on a la rémunération, mais on a plein d'à côté qui peuvent contribuer finalement à la fidélisation et de bien les penser et bien y réfléchir en fonction de ce qu'on veut. Non. Je vais quand même mettre un petit bémol en tant que chef d'entreprise sur les mutuelles, parce que, à ma connaissance, aujourd'hui, depuis qu'on nous a imposé les mutuelles, les mutuelles auxquelles on peut adhérer en tant que chef d'entreprise sont liées aux conventions collectives. Mais vous avez quand même encore un peu de choix. Et ce qui se passe aujourd'hui pour le vivre, c'est qu'en fait, elles s'alignent actuellement vers le bas. Et on n'a aucun moyen de, éventuellement... alors on peut prendre des contrats plus élevés, si on le souhaite, bien sûr, mais à service équivalent, aujourd'hui, on est plutôt dans une régression de tout ce que le fait les mutuelles obligatoires. Alors moi, ce que et nos salariés, excusez-moi, nos salariés qui aujourd'hui refusent la mutuelle obligatoire, puisqu'il y en a qui peuvent encore le faire, eh ben, ils sont plus avantagés que ceux qui sont dans la mutuelle d'entreprise. Alors ce que je voulais surtout partager sur ça, parce que pour l'avoir fait il y a quelques années sur les renégociations de contrats mutuels, c'est plutôt de se pencher sur, au sein de la mutuelle, qu'est-ce que je vais vouloir valoriser plus que d'autres. Aujourd'hui, on ne se pose pas trop de questions sur finalement quels sont les réels besoins de nos salariés. Bah, en tout cas, est-ce que vous avez fait le choix, par exemple, de dire à votre mutuelle, moi je veux augmenter la capacité, par exemple, sur la médecine ostéo ou chambre particulière ou autre, et je veux réduire d'autres choses. Si vous voulez garder vos salariés aujourd'hui, ben donc vous êtes bien obligé de le faire. Par contre, ce que je suis en train de vous expliquer, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les mutuelles sont en train de réduire les services, et ça devient un véritable problème. Et le deuxième sujet, c'est que ça fait, en 3 ans, j'ai changé 3 fois de mutuelle, sans avoir rien fait, parce qu'elles se rachètent entre elles. Donc c'est un vrai sujet très difficile en ce moment, les mutuelles. Non, mais je suis d'accord. C'était un très grand avantage à une époque qui nous permettait de nous distinguer, nous, en faisant le choix. Depuis que c'est devenu, on va dire, imposé, donc depuis que c'est devenu une obligation, eh ben, ça a fortement réduit notre capacité d'adaptation. Et j'ai un peu peur de ce que vous êtes en train de faire, que dans la réalité, ce qui est en train de ce mécanisme, le fait qu'il soit obligatoire, eh ben, ça n'est pas l'effet attendu. Après, dans l'obligation, il y a des nuances et des façons de la mettre en application. Moi, je pense que c'est, comme tout plein de choses, un support sur lequel on peut s'appuyer, mais qu'il est important de voir peut-être l'opportunité derrière cette obligation-là. En tout cas, je pense que c'est un bon moyen de se poser des questions sur sa politique salariale. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas un sujet qu'on vient forcément creuser, ça reste un sujet qui est tabou. Et c'est une réalité. Alors il y a peut-être des entreprises pour lesquelles, qui sont très à l'aise avec le sujet et qui vont se dire, moi je suis au clair avec les règles que je fais appliquer. Mais en tout cas, pour moi, c'est un vrai sujet de fond qu'il faut prendre en main en fait. Et c'est plutôt en ce sens-là que je voulais vous le partager aujourd'hui. Vous avez totalement raison. On est sur notre 60e petit-déj pro. Un des premiers petits-déj pro, on l'avait fait avec M. Andrade, et c'était sur la prime Macron, justement à l'époque. Ça remonte il y a 6 ans. Voilà. Et effectivement, qui était déjà un levier pour pouvoir arriver à faire bénéficier d'un peu plus de rémunération aux salariés d'une autre manière. Je crois que tu avais une question à poser. Oui, une partie de l'avantage que vous avez cité,
en fait, ça dépend pas de l'entreprise, c'est géré par le CSI. Mhm. Et le chef d'entreprise n'a pas le droit de regard particulier sur ces avantages-là. Non, mais il Donc, peut travailler avec le effectivement, CSE. s'interroger sur ce que vont consommer les salariés, etc. Ces avantages-là, ce qu'on peut faire, c'est donner un montant de CSE et c'est lui qui le gère à sa façon. Donc ça, on n'a pas la main là-dessus. Tout ce qu'on va avoir la main, c'est effectivement l'intéressement, la participation, ce genre de choses. Mais le reste, Alors, on n'a pas la main c'est sur... particulier. En plus, sur cette nouvelle directive, on vous dit bien que l'ancienneté, ça devrait être uniquement le pourcentage lié à 5 ans d'expérience, t'attends de et théoriquement, l'ancienneté devrait être plus ça. Aujourd'hui, on récupère une situation où les gens, ils ont évolué, quelqu'un qui en fait depuis 10 ans, 20 ans, son salaire, il est la composante de tout cet historique. Aujourd'hui, on me dit, je vais comparer deux personnes qui ont le même poste et qui ont 10 ans tous les deux, ils ne vont pas avoir le même salaire. Parce qu'effectivement, peut-être que certaines années, je ne vais pas donner que des augmentations générales de l'individuel pour la performance individuelle, mais cet historique, puisqu'il va falloir que je fasse le travail de ressortir cet historique de 10 ans de la personne pour pouvoir justifier d'un salaire ou pas. Moi, j'ai peur qu'avec cette règle des 5%, on aille vers une hémorragie de la masse salariale. Parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on ne saura pas répondre aux salariés, parce qu'on ne va pas avoir tout l'historique, il va être en capacité de dire, à ce moment-là, il y a plus de 5% de différence de salaire, même si c'est quelqu'un qui n'a pas été performant, je vais être obligé de ramener au salaire de l'ancien. Je veux dire, là, sur le début de la mesure, j'ai peur que ce soit très problématique pour énormément d'entreprises. Mais parce que dans votre cas-là, vous avez à un moment donné valorisé l'expertise de la personne. Et ça, c'est un critère. Oui, il faut pouvoir le justifier. Pour moi, si vous avez valorisé à un moment donné les compétences et l'expertise d'une personne, quelqu'un qui a 10 ans d'expérience et quelqu'un qui en a 3, pour moi, déjà, il n'y a pas d'élément de comparaison sur le... Je parle de deux personnes qui ont 10 ans d'expérience. Pas forcément de salaire. Oui, alors la question, c'est pourquoi ? Pourquoi à un moment donné, et du coup, c'est ça que je pose, c'est pourquoi il y a cet écart ? Et qu'est-ce qui justifie qu'à un moment donné, vous avez valorisé cette personne ? Normalement, vous êtes en capacité de le dire. Pas obligatoirement, parce que si les ressources humaines ont évolué de personnes, c'est dans des dossiers qui fait que l'historique a pu être égaré. Mais s'il y a un écart conséquent, c'est que vous êtes capable, au moins à aujourd'hui, de dire que cette personne, elle est capable de faire ci, de faire ça, dans telles conditions, et vous pouvez poser tout simplement ce qu'elle fait aujourd'hui et combien ça vaut, et si c'est cohérent avec ce que vous pratiquez, il n'y a pas de souci normalement. Le sujet est venu sur la table d'avoir des grilles avec une évolution pratiquement automatique à l'ancienneté, etc. Donc, C'est pas ce que j'ai dit. J'ai parlé de critères objectifs et de supports sur lesquels on s'appuie. Mais je ne vous dis pas qu'on doit absolument répondre à des critères très rigides. Je vous dis, c'est une base sur laquelle on peut s'appuyer. Maintenant, encore une fois, le message que j'ai voulu passer, c'est si vous êtes au clair avec ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous souhaitez valoriser, votre stratégie d'entreprise, vos projets, le marché, la capacité financière de votre entreprise, c'est ça surtout l'important en fait. Et comme je disais tout à l'heure, l'important c'est pas que les salariés adhèrent à votre politique salariale, mais qu'ils la comprennent. Et si aujourd'hui vous avez valorisé quelqu'un, une expertise sur des critères qui sont objectifs, normalement, il n'y a pas de problème. Maintenant, la question qui se pose, c'est entre ces deux personnes qui ont 10 ans d'expérience, qu'est-ce qui justifie un écart peut-être conséquent? Et c'est ça la vraie question. Oui, merci quand même merci pour votre intervention, parce que j'ai l'impression justement que ça suscite quand même beaucoup de questions, alors que vous, votre sujet, c'était, il y a cette mesure, du coup c'est une occasion de faire un état des lieux à nouveau de ce qui s'est passé, de ce qui se passe aujourd'hui, en ouvrant à la fois sur les besoins individuels, collectifs, sur l'environnement de travail, en gros de repositionner tout ça afin d'avoir un discours assumé. Exactement. Par le dirigeant et par le management auprès des collaborateurs.
parce qu'il y a aussi un enjeu de pédagogie aussi à amener ça auprès des collaborateurs, on dit donner du sens, on dit tout ça, mais c'est aussi aux collaborateurs de savoir quels sont leurs besoins, de se positionner aussi en fonction de leur engagement aussi de tous ces sujets-là. Donc derrière ça, il y a, je pense, des entreprises qui ont déjà toujours été des dirigeants qui ont toujours été très proactifs sur le sujet, qui sont très au clair, d'autres qui ont été un peu plus flous dans les pratiques pendant pas mal de temps, et pour moi, par rapport à juin 2026, là, il y a un vrai enjeu de préparation de ça, c'est-à-dire que tout le monde ne sera pas prêt au même niveau, et quel temps sera donné d'ailleurs aux entreprises qui seraient un peu en retard, parce que là, en revanche, c'est quand même un vaste planning, de refaire un état des lieux en fonction de la taille de l'entreprise et de la complexité de l'activité. Quelle temporalité sera donnée aux entreprises pour être au clair avec ça sur ces sujets? Alors moi, je pense que comme toute démarche et obligation, à un moment donné, dès l'instant où on justifie d'un état des lieux et qu'on montre l'avancement de là où on en est progressivement, je ne suis pas persuadée qu'on vienne trop toquer à la porte. Par contre, si on ne fait rien et qu'on met un mouchoir dessus et qu'on se dit non, ben on verra ce qui va se passer, je pense qu'on va quand même à un moment donné laisser le temps. Entre 2026 et 2027, pour les entreprises de plus petite taille, ça laisse quand même, comme toute directive, ça ne s'est jamais mis en place du jour au lendemain, progressivement. Je pense que voilà, j'ai pas tous les éléments sur ça, mais on laisse souvent le temps aux entreprises quand même de travailler le sujet, surtout sur un sujet de fond comme celui-ci. On a fait il y a quelques mois l'arrivée de la facturation électronique avec la directive qui va venir imposer cette mesure-là. Et là, en l'occurrence, il y a effectivement un petit délai qui sera donné aux entreprises pour pouvoir se mettre à jour. Mais c'est le dirigeant face à cette mesure-là. Il ne sera pas poussé par ses salariés. Là, en l'occurrence, les salariés d'entreprise qui vont se sentir un peu lésés par cette transparence salariale, ils vont pousser. Donc le SAS, à mon avis, il ne va pas être très important. Mais pour le coup, ce sera le... Quand je dis les salariés, c'est les représentants salariés, c'est tous ceux qui vont venir pousser pour qu'il y ait... Là, tu es en train de mettre le doigt sur une autre problématique. C'est effectivement que ça va engendrer des remises à niveau naturelles. Parce qu'effectivement, tout l'argent que l'entreprise va mettre dans ces réajustements, surtout s'ils sont violents, qui sont sur 1 an, 2 ans, et ben en fait, ça va limiter les capacités de négocier pour eux. Donc, il va y avoir des gens qui vont avoir des rattrapages, et d'autres, du coup, qui vont voir leur salaire stagner, parce que l'entreprise aura déjà mis ses sous là-dedans, et elle ne pourra plus donner d'augmentation. Et on risque effectivement de venir sur une autre route de conflit. Ce sera un nivellement vers le haut ou vers le bas, à ton avis? Forcément vers le haut, puisque de toute façon, tu ne peux pas redescendre en salaire. Oui, mais des salaires qui stagnent pendant plusieurs années, on est rattrapé par le coût de la vie, on est rattrapé par tout un tas d'autres choses aussi. Mais la question à savoir, c'est peut-être... Le temps que les autres arrivent au même stade. Et surtout, si tu es un salarié qui a toujours été performant, donc tu étais payé mieux que tes collègues, donc tu étais valorisé, d'un seul coup, on va te dire, les autres vont te rattraper parce que c'est comme ça. Tu vas te dire, attends, les autres, ils sont moins bons que moi, et finalement, ils vont avoir la même chose que moi. Alors, la question à se poser, c'est peut-être pourquoi il y avait cet écart, en fait. Pourquoi cette personne va stagner? Si elle stagne, c'est qu'il y a un écart qui est considérable. Et qu'est-ce qui a justifié cet écart jusqu'à présent? Peut-être que cette personne, ça fait 10 ans qu'elle est peut-être surpayée par rapport à d'autres, en fait. Je dis pas que c'est le cas, mais en tout cas, il y a des cas comme ça. Disons, Ou à l'inverse, on va... s'il y avait un engagement qui était... Le conjoint du dirigeant, Enfin, je sais pas, ça peut, hein. Ce qu'il faut quand même... Parce que enfin, voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut se poser la question en amont, quoi. Par rapport aux échanges qui viennent d'avoir lieu là, je me demande si on ne devrait pas refaire un petit focus sur ce qui se passe dans les petites entreprises donc de 1 à 10 salariés. Où finalement là, on s'aperçoit que la transparence, qu'elle soit voulue ou pas par le dirigeant, elle est absolue. D'accord? Ah bah oui. Alors, à la limite, on ne sait pas ce que gagne le patron, mais on voit son train de vie et pas. Oui, c'est ça. Et au fond, ce nécessaire équilibre qu'on est là tous en train de chercher, dans une petite boîte, ça s'ajuste. Parce que si ça ne s'ajuste pas, soit le gars il s'en va, soit on pourrit l'ambiance. Et donc les ajustements vont venir finalement assez naturellement. Et donc, je crois qu'effectivement, cette problématique de
de mesure de meilleure productivité, de meilleures compétences, capacités, etc., des uns et des autres, bah, finalement, c'est à travers cette transparence qu'on voit que tout ça, ça finit par s'ajuster. Et que donc, bah, ça nous ramène au fait, j'en suis moi-même convaincu, que c'est cette transparence qui va contribuer à cet équilibre. La vie n'est pas tranquille non plus, mais... C'est surtout qu'on va passer par des étapes compliquées parce que justement, on ne s'est pas forcément posé ces questions-là avant. Et que, oui, ça peut être compliqué au départ, mais ça peut devenir finalement un non-sujet après, puisque les règles seront claires, en fait. Voilà. Je me posais la question du coup, y a-t-il eu d'ores et déjà des, des expériences pilotes En fait, le sujet, on a l'impression qu'il tombe, mais la directive, en fait, ça fait quelque temps qu'elle est en place, et les dirigeants se sont dit, bon, tant que je suis pas trop obligée, je m'y penche pas forcément. Après, il y a des secteurs d'activité qui sont assez exemplaires sur la transparence salariale. Tu évoquais tout à l'heure, souvent dans les entreprises de la tech ou du numérique, eux, ils aiment bien afficher clairement les salaires. Parce transparent. Voilà, parce qu'ils ont besoin d'être attractifs. Mais finalement, ça nourrit aussi ça, pour moi. Enfin, ça nourrit l'attractivité à un moment donné. Mais encore une fois, dans ce genre d'activité, on est clair sur ce qu'on souhaite valoriser, puisque c'est le cœur même de l'activité. Et que sans cette activité, on n'avance pas. Dans une entreprise qui a différents métiers, ça peut être plus compliqué, parce qu'il y a certains métiers qu'on va souhaiter valoriser davantage. Mais encore une fois, ça répond à la stratégie d'entreprise. Si, par exemple, dans une entreprise, une industrie, on va décider de valoriser la recherche et le développement, parce que sans ça, demain, il n'y a plus d'entreprise, d'autres fonctions support vont peut-être être moins valorisées. Et ça, c'est le message à passer, parce que c'est pas qu'on estime que la personne, elle travaille pas bien ou quoi. C'est juste qu'à un moment donné, on fait des choix stratégiques pour l'entreprise. Et que si on décide de valoriser des métiers qui rapporteront pas forcément tout de suite à l'entreprise, peut-être que dans un an, on ferme, en fait. Et quand je parlais de capacité financière de l'entreprise, c'était vraiment en ce sens-là. Où il faut, à un moment donné, équilibrer tout ça. Et c'est un travail de fond qui est long, mais qui, à un moment donné, va forcément permettre aux entreprises de se différencier. Le travail de la transparence salariale, il y a cette réflexion autour effectivement, de sa politique de rémunération qui est importante à faire. Mais le plus gros travail au niveau des dirigeants, c'est d'arriver à cette pédagogie autour du salaire. Alors pour le coup, là, je crois que ce soit dans les petites ou les grandes entreprises, ils n'ont pas l'habitude de devoir se justifier sur les salaires, de devoir se justifier sur les avantages. Moi, je travaille beaucoup avec les dirigeants de TPA, et c'est des choses où, même si on met quelque chose de clair, que ce soit un avantage, ils ne veulent pas trop, non, surtout on ne distribue pas la note, parce qu'il va falloir expliquer à tout le monde, même ceux qui ne sont pas concernés, etc. On dit souvent que c'est culturel. On dit souvent culturellement, en France, le salaire est tabou par rapport aux pays anglo-saxons. Il va falloir habituer les dirigeants à parler, de leur, évidemment, trouver les explications. On a des vraies explications, il faut savoir le dire. À un moment donné, les négociations, le marché est rude, il y a une négociation qui s'est faite sur une année où on a dû rehausser les salaires sur tel salaire, sur tel métier. Et ça, il faut, à un moment donné, pouvoir savoir le dire et devoir se justifier, entre guillemets. Et ça, c'est compliqué pour les éléments. Mais je voudrais juste préciser une chose quand on parlait de sujets tabous et de pédagogie. Il y a quand même une réalité, c'est qu'aujourd'hui, si on a des difficultés à parler de salaire, c'est parce qu'on n'est pas à l'aise avec les écarts, en fait. Oui, donc, à un moment donné, ça viendra forcément y répondre. Parce que si on pose il y a eu des cas, notamment auprès des étudiants, qui ont été faits en termes de questionnement, où ceux qui se comparent et qui parlent rémunération sont souvent les étudiants en alternance, qui ont des barèmes fixes. Parce que eux, en fait, ceux qui éventuellement se comparent pas, c'est peut-être ceux qui sont dans des domaines commerciaux, qui ont des systèmes de rémunération variables, où là on se dit, oui, mais alors si moi je gagne moins, ça veut dire que mon travail il est moins valorisé et du coup il est moins important, et donc c'est source de comparaison. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit aujourd'hui, la rémunération, si elle est aussi difficile à aborder, c'est parce qu'on n'est pas vraiment capable de se dire qu'est-ce que ça vaut.
la rémunération, elle est difficile à aborder pour le chef d'entreprise parce que le salarié, lui, parle en net. Et le chef d'entreprise, lui, il connaît le coût du salarié dans sa globalité, aussi bien sur ses charges salariales que les charges patronales qui finit par payer. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a un écart de compréhension. D'ailleurs, j'entendais hier une émission où le chef d'entreprise, la première chose qu'il fait c'est leur expliquer la différence entre le brut et le net sur sa fiche de salaire. Et le brut, il ne faut pas oublier que c'est des avantages aussi sociaux. La sécurité sociale, ces éléments-là sont des avantages aussi qu'on a. Et quand on est sur des sociétés internationales, c'est des points de comparaison qu'il faut avoir. C'est-à-dire un Américain va gagner plus, mais quand il enlèvera ses coûts médicaux, etc., il gagnera moins. Donc il faut et est-ce que vous avez là-dessus. Ah bah oui, parce qu'aujourd'hui on a des salariés quand même les jeunes en général, ont fait moins d'économies que nous peut-être à une époque, je ne sais pas, mais en tout cas ils n'ont pas une compréhension absolue de leur fiche de salaire. Elle est trop compliquée aujourd'hui. Si je puis me permettre juste, je pense que d'ailleurs s'arrêter juste à la pédagogie autour du salaire, c'est potentiellement aussi un piège. C'est quelque part de la pédagogie sur la culture entrepreneuriale. C'est quoi une entreprise, comment elle fonctionne, avec notamment justement ce sujet du salaire, des charges qui vont avec, mais aussi des enjeux business, du marché qui fluctue, de toutes ces choses-là. Et je pense qu'à la fois ça va demander une montée en responsabilité effectivement peut-être des structures, des dirigeants, des RH, du management, mais aussi des collaborateurs de bien être au clair avec ce qui se passe, ce qu'ils veulent et également leurs besoins. Et comme vous le disiez très bien, la question se pose moins dans une petite entreprise parce qu'on est directement connecté à la santé. En fait, on sait quand il y a des enjeux de survie, on sait quand l'entreprise marche bien, il y a des clients, il y a de l'activité. Et du coup, tout le monde, quelque part, joue le jeu et on ne tombe pas dans une dimension politique parce qu'on est connecté au projet, à sa performance. Et c'est peut-être plus différent quand c'est un peu plus noyé et quand il se met à y avoir des effets un peu de silo et puis peut-être des déséquilibres entre différents services et différents métiers. Et tout à l'heure, je parlais de... C'est une bonne façon de procéder que de commencer par décrypter la fiche de paye et puis faire comprendre ce que c'est que le brut, le volume chargé, etc. Parler transparence après devient beaucoup plus facile. Mais tout à l'heure, je parlais de communication. Qu'est-ce qui vous empêche à un moment donné de faire des réunions d'infos et de parler de ce que vous coûtent les salaires, par exemple? Parce que le chef d'entreprise et ses commerciaux, l'objectif, c'est d'aller chercher des clients. Avec la conjoncture actuelle, l'objectif, c'est quand même à 80%, c'est de se faire connaître, le démarchage, d'aller chercher des nouveaux clients, de faire que ces clients habituels sont bien satisfaits. C'est ces éléments-là. L'entreprise, bien sûr, on est au courant qu'il faut bien quand même à l'intérieur. Après, sans salarié, c'est difficile d'aller chercher des clients. Alors, il y a quand même du monde des autres. Des dirigeants d'entreprise, et nous on le voit bien, on le constate quand on fait des sessions de petit-déj pro, quand on s'approche sur les sujets de force de vente, de commerce, développement commercial, on a la salle qui est comble. Donc voilà, on sent bien que c'est des sujets qui sont très préoccupants pour les dirigeants d'entreprise. Il est 10h03, on va prendre peut-être juste des dernières questions ou interventions si vous le souhaitez, sinon on pourra clôturer. Juste une petite précision, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet-là, on anime une matinale très pratico-pratique justement en fonction des réalités de chacun, qui dure toute une matinée entière le 10 mars. Donc si vous êtes intéressé pour que je vous envoie des infos, j'ai mis un petit papier pour que vous puissiez noter. Voilà. Mais en tout cas, c'est un sujet... Là, on l'aborde de manière générale. Je voulais justement remercier Alexia parce qu'elle n'y est pour rien pour ce retrait. Les remarques ont été chaudes, elle a très bien su nous l'expliquer. Il faut vraiment la féliciter pour ça. Les remarques, elles sont chaudes parce que le sujet est chaud. C'est un sujet, oui. Mais elle n'y est pour rien, c'est pas elle qui l'a écrit. Donc voilà, même si les échanges ont parfois été un peu moi, je pense délicats, que c'est, vous avez toujours su avec beaucoup d'énergie remettre le sujet au milieu l'église au milieu du village. Et merci beaucoup.